Imaginez un instant, une seule erreur, et l'avenir de la Terre s'effondre. C'est la réalité brutale à bord de l'Arche de Noé. Pendant plus d'1 an, toute la vie terrestre fut confinée dans un espace clos, sans route, sans destination visible. 8 personnes, des milliers d'animaux, des espèces incompatibles séparées par de simples cloisons en bois. L'Arche n'était ni un navire d'exploration, ni un vaisseau de guerre, mais un système de survie pure. Une erreur de calcul sur la nourriture, et des espèces entières disparaissaient. Un mauvais système d'évacuation, et l'air devenait toxique. Un moment de panique, et le chaos interne détruisait tout. Chaque erreur était une condamnation à mort. L'Arche devait fonctionner sans faille, sans possibilité de réparation extérieure, car une fois la porte scellée, le retour était impossible. La survie ne dépendait pas de la structure, mais de ce qui se passait à l'intérieur. Chaque seconde est un pari contre la destruction. 8 individus, pas un de plus. Autour d'eux, des milliers de créatures vivantes s'entassent dans une structure de bois dont les parois craquent sous la pression. Il n'y a pas de pont, pas de horizon, pas de boussole pour indiquer le nord. Le monde extérieur a cessé d'exister. À l'intérieur, chaque centimètre carré est compté. Les couloirs sont des boyaux étroits où l'air stagne, chargé de la chaleur animale et de l'humidité qui suinte des planches. Noé et ses compagnons avancent dans ce labyrinthe sans savoir si le jour se lève ou se couche. Le temps ne se mesure plus en heures, mais en cycles de soins et de surveillance. Ils sont les seuls gardiens d'une arche qui dérive au gré des courants, coupés de toute terre ferme. Chaque pas dans ces coursives est un rappel de leur isolement total. Ils ne naviguent pas vers une destination connue, ils flottent dans un vide absolu, prisonniers d'une coque qui est devenue leur unique univers. Ici, le silence n'existe pas, remplacé par le bourdonnement constant de milliers de vies confinées. Ils sont seuls, totalement seuls, au milieu d'un océan qui ne leur laisse aucune issue. À quelques centimètres seulement, une fine cloison de bois sépare le prédateur de sa proie. Dans l'obscurité des cales, les griffes grattent le plancher. Un son sec qui résonne à travers les membrures. Le lion sent l'odeur du cerf, le loup entend le souffle saccadé de la gazelle. Ils sont séparés par une simple paroi, une barrière fragile que la moindre secousse pourrait faire céder. La chaleur monte, étouffante, saturée par les effluves animales. Le bruit est incessant, grognements sourds, battements d'ailes nerveux, frottements de sabots contre le bois. Chaque vibration de la coque amplifie l'agitation. Noé passe entre les rangées, ses mains effleurant les planches humides. Il sent la tension monter à mesure que la température grimpe. Les animaux s'agitent, leurs muscles se contractent. Le moindre craquement de la structure devient un signal d'alarme. Ici, la promiscuité n'est pas seulement une gêne, c'est une bombe à retardement. L'arche ne navigue pas, elle survit. Ce n'est pas un navire, c'est une machine de maintien en vie, un mécanisme dont chaque rouage est organique. Noé ne dirige pas un équipage, il gère un système de survie pure où la moindre erreur de calcul devient une sentence irrévocable. Dans les soutes, des milliers de bouches attendent. La nourriture est stockée dans des compartiments étanches, protégés de l'humidité qui corrode les parois. Chaque ration est pesée, chaque gramme est compté. Si Noé se trompe dans ses prévisions, si une espèce reçoit moins que nécessaire, le résultat est immédiat, la famine frappe, et une lignée entière s'éteint dans l'obscurité. Il n'y a pas de marge d'erreur, pas de seconde chance, un mauvais calcul sur le stock de céréales ou de fourrage, et le silence remplace le souffle des animaux. Chaque distribution est un acte chirurgical, une équation complexe où le moindre grain déplacé peut signifier la fin d'une espèce. La survie ici ne repose pas sur la force, mais sur la précision mathématique de la gestion des ressources. Le moindre écart, la plus petite négligence dans la chaîne d'approvisionnement, et la mort s'installe dans les cales. La survie ne dépend pas seulement de la nourriture, mais de la physique pure. À bord, chaque masse doit être ancrée, chaque poids calculé au gramme près. Si un sac de céréales glisse, ou si une caisse de stockage se détache, le centre de gravité de l'arche se déplace. Un objet mal fixé devient un projectile mortel. Dans la cale, une lourde pièce de bois se détache de son amarre. Elle bascule, frappe une cloison, et ricoche dans l'obscurité. Le choc résonne dans toute la structure. Le navire tangue brutalement. Les animaux hurlent, projetés contre les parois. Noé se précipite. Ses mains agrippent les cordages pour stabiliser la charge. Il sent le bois gémir sous la pression. Une répartition inégale du poids menace de faire chavirer l'ensemble. Si le navire penche trop, les cloisons cèdent, les cages s'entrechoquent et le chaos s'installe. Chaque centimètre de mouvement non contrôlé est une faille dans la coque. Noé cale les caisses, serre les nœuds
et vérifie l'aplomb des structures. Il sait qu'un déséquilibre persistant ne pardonne pas, le moindre objet qui dérive, et c'est toute la création qui bascule. L'équilibre est une lutte constante. La menace ne vient pas toujours du choc brutal, mais de l'usure invisible. Chaque mouvement, répété des milliers de fois, travaille la structure. Le bois gémit sous la pression constante des flots. Noé pose sa main sur une cloison. Il sent une vibration sourde, un frémissement qui court le long des membrures. Ce n'est pas une tempête, c'est la fatigue des matériaux. Une cheville de bois travaille, s'écarte d'un millimètre. Une fissure fine comme un cheveu apparaît dans le calfatage. L'eau s'infiltre, goutte à goutte, un rythme lent qui ronge la résistance du navire. Noé observe ces petits signes, ces détails que personne ne remarque. Il sait que l'accumulation de ces négligences est le véritable ennemi. Une vis qui se desserre, une planche qui se courbe sous le poids, un joint qui s'effrite. Si ces micro-défaillances s'additionnent sans être corrigées, la coque perdra son intégrité. Il inspecte chaque angle, chaque jonction, traquant le moindre signe de fatigue. Il enfonce une cale, resserre une ligature, colmate une micro-fissure avec de la résine. Il ne lutte pas contre une vague, mais contre le temps qui use la matière. Chaque petite faille ignorée est une promesse d'effondrement. Le navire est un organisme vivant, et chaque fibre de bois qui cède est un pas de plus vers la rupture totale. La structure tient, mais le vivant s'agite. Dans l'espace restreint de l'arche, la promiscuité devient une arme. Des milliers d'animaux, arrachés à leur territoire, réagissent à la proximité forcée. Une panthère, enfermée à quelques mètres d'une antilope, gratte le bois de ses griffes. Le son est sec, rythmé, une menace sourde qui traverse les cloisons. Les animaux sensibles au stress s'agitent, piétinent le sol, heurtent les parois. Un cheval hennit, un rugissement répond dans l'obscurité. L'air vibre de cette tension animale. Noé circule dans les coursives, une lampe à la main. Il s'arrête devant une cage. Le prédateur, les pupilles dilatées, fixe l'ombre. Noé frappe doucement le bois pour rompre le contact visuel. Il doit calmer ses instincts, empêcher la peur de se propager. Si un seul animal panique, si une bête brise sa barrière, la réaction en chaîne sera immédiate. La proie se débattra, le prédateur attaquera, et le chaos s'emparera de tout le pont. Chaque muscle tendu, chaque grognement étouffé est une étincelle prête à embraser le navire. Noé ne cherche pas à dompter, mais à apaiser ce tumulte latent. Il déplace des ballots de paille pour masquer la vue, il parle à voix basse, il impose une présence constante. Pour survivre, l'arche doit se muer en une machine de précision. Noé s'attaque aux cloisons. Il ne s'agit pas d'une simple séparation, mais d'un quadrillage rigide qui fragmente l'espace. Il enfonce des chevilles de bois, verrouille des panneaux, créant des cellules étroites. Chaque compartiment devient une prison nécessaire. En réduisant l'espace de mouvement, Noé impose une immobilité forcée aux bêtes. Les prédateurs ne peuvent plus bondir, les herbivores ne peuvent plus piétiner. Ce confinement radical est une stratégie de survie. Moins d'agitation signifie une dépense métabolique minimale. Le cheval, serré dans son enclos, baisse la tête et s'immobilise. Le félin, privé de sa course, s'affale contre la paroi. Cette restriction physique diminue drastiquement la consommation d'énergie globale. Moins de mouvement, c'est aussi moins de déchets produits. Noé vérifie chaque loquet, s'assurant que la division est totale. Il observe l'apaisement progressif des bêtes. La structure est scellée, mais une menace invisible ronge les entrailles de l'arche. Noé pénètre dans la soute principale. L'air y est lourd, chargé d'une odeur aigre. Il soulève une bâche de cuir. Le grain est humide. Des taches sombres, des filaments de moisissure grignotent les réserves de céréales. Si cette infection se propage, la famine devient inévitable. Noé saisit une pelle en bois, gratte frénétiquement la couche supérieure pour isoler les grains sains. Chaque geste est mesuré, calculé. Il déplace des sacs, réorganise les piles pour favoriser la circulation de l'air, cherchant désespérément à stopper la prolifération. Il pèse chaque ration sur une balance rudimentaire, notant les chiffres sur une tablette de pierre. La marge d'erreur est l'urgence. La survie du navire dépend désormais de la gestion implacable de ses stocks limités. La gestion des stocks ne suffit plus. 8 personnes, pas une de plus, doivent maintenir ce système à flot. Noé observe son équipe. Leurs visages sont marqués par une fatigue profonde, leurs gestes deviennent saccadés, imprécis. La tâche est titanesque, nourrir des milliers d'animaux, évacuer les déchets, colmater les fissures, tout cela dans un vacarme assourdissant. Chaque seconde est une lutte contre l'épuisement.
Un membre de l'équipage trébuche, renversant un seau d'eau. Le liquide se répand, s'infiltre sous les cloisons, menaçant de faire pourrir le bois. Noé intervient immédiatement, mais le regard de son compagnon trahit une lassitude dangereuse. Le risque de désorganisation est là, tapi dans l'ombre. Si l'un d'eux faiblit, si la communication se rompt, le navire sombre dans le chaos. Les ordres sont brefs, presque des aboiements, pour maintenir une discipline de fer. Pourtant, le silence entre les tâches devient pesant. Chaque geste pèse le poids de la survie. Pour survivre, ils doivent devenir des automates. Noé instaure une routine implacable, une horloge humaine qui ne tolère aucune déviation. À l'aube, le premier signal retentit. Il se lève, non par choix, mais par réflexe. Chaque action est minutée. Le nettoyage des auges, la distribution des rations, le contrôle des cloisons. Il répète ces gestes des centaines de fois par jour, jusqu'à ce que la fatigue engourdisse leurs muscles. Cette discipline est leur seul rempart contre la folie. Ils ne parlent plus, ils exécutent. Noé vérifie chaque point de contrôle, marquant des traits sur les parois pour valider les tâches accomplies. Pourtant, cette efficacité cache une faille. Leurs mouvements deviennent trop lents, leurs réflexes s'émoussent. Dans les recoins sombres de l'arche, le silence est rompu par des grognements sourds et des bruits de sabots qui s'agitent. Les animaux perçoivent cette baisse de vigilance. Une tension électrique s'installe dans l'air confiné. Le moindre retard dans le cycle de soins provoque une agitation immédiate chez les prédateurs. La crise n'est plus une possibilité, c'est une certitude. L'air change. Ce n'est plus l'odeur du foin ou du bois, mais une lourdeur âcre qui stagne au ras du plancher. Noé s'arrête net, une main sur la cloison. Il inspire, puis tousse violemment. L'accumulation des déchets, dissimulés dans les recoins inaccessibles, a franchi un seuil critique. L'urine s'infiltre dans les interstices, se mélangeant au gaz produit par la fermentation des excréments. Dans cet espace clos, sans courant d'air, ce mélange devient un poison invisible. Noé observe ses compagnons. Ils respiraient court, leurs yeux sont injectés de sang. Chaque mouvement soulève une poussière chargée de particules toxiques. Le sol, autrefois sec, devient glissant et poisseux. Un prédateur dans la stalle voisine émet un râle étouffé, la tête basse, incapable de lutter contre l'asphyxie lente qui s'installe. Noé réalise avec effroi que le navire, conçu pour protéger la vie, est en train de se transformer en tombeau. Les gaz s'accumulent sous le plafond, créant une chape de mort qui descend centimètre par centimètre. Le temps presse, car l'air devient chaque seconde plus rare. Noé saisit un levier en bois et force une latte du plancher. Sous la pression, le bois craque. Une mare sombre et visqueuse stagne entre les solives, saturée d'ammoniac. Il ne peut pas pelleter cette boue, c'est impossible. Il observe la coque. Le navire tangue légèrement sur la houle, c'est la solution. Noé court vers le flanc tribord, il déverrouille les sabords de drainage, un par un. Il pousse de toutes ses forces, ses mains glissent sur le bois humide. Soudain, le navire bascule, la gravité s'empare de la masse infecte, un flot épais, noir et nauséabond s'engouffre vers les ouvertures. Le liquide s'écoule le long des parois, emportant avec lui les résidus accumulés depuis des semaines. Noé s'agrippe à une poutre, le sol se dégage enfin. Les animaux, libérés de cette souillure, redressent la tête, leurs naseaux frémissant à nouveau. Noé essuie la sueur sur son front, le souffle court, observant le liquide s'évacuer vers les flots extérieurs. La structure a tenu. Le soulagement est de courte durée. Noé remarque une flamme vacillante dans la lanterne accrochée à la poutre maîtresse. Elle ne danse plus, elle s'étire, devient bleue, puis s'éteint brusquement. Il tend la main, mais l'air ne circule pas. C'est une chape de plomb qui s'abat sur le pont. Les animaux, autrefois agités, s'affaissent les uns après les autres. Leurs flancs se soulèvent avec une lenteur effrayante, un rythme de plus en plus espacé. Noé porte la main à sa gorge, ses poumons brûlent comme s'il inhalait de la cendre. Il n'y a plus de courant d'air, plus de souffle frais venant des profondeurs. L'arche est devenue un poumon scellé, saturé de dioxyde de carbone. Il se précipite vers les parois, cherchant une fissure, n'importe quel passage pour l'oxygène. Ses doigts grattent le bois, mais rien ne bouge. La réalité frappe avec une violence sourde. Sans une ventilation parfaite par le sommet, chaque être vivant à bord est condamné à une asphyxie lente. Il regarde vers le haut. Noé se redresse, les muscles tendus par le manque d'oxygène. Il repère, tout en haut de la coursive centrale, la trappe de ventilation. Elle est obstruée par une croûte de sel et de poussière organique, scellée par l'humidité ambiante. Il saisit une perche en bois et s'élance sur les échelons de la paroi.
Chaque mouvement lui coûte une énergie immense. Arrivé sous le conduit, il frappe le bois avec le bout de son outil. Le choc résonne, sourd. Il insiste, enfonce la perche dans l'interstice. La croûte cède. Un bruit de succion se fait entendre, suivi d'un sifflement aigu. L'air chaud, saturé et vicié, s'engouffre violemment vers le haut, aspiré par la dépression extérieure. Noé sent un courant frais balayer son visage, une caresse glacée qui lui brûle les poumons. En bas, le miracle se produit. Les animaux, prostrés, relèvent la tête. Noé redescend, s'effondre contre une poutre, les yeux fixés sur la trappe ouverte. L'air circule à nouveau. La vie est sauvée pour 1 heure de plus. Le souffle revient, mais l'esprit vacille. Dans la pénombre constante, les repères s'effacent. 8 personnes, 8 consciences enfermées dans un espace qui ne change jamais. Noé observe les autres. Il ne parle plus. Il fixe les parois de bois, comptant les gouttes de condensation qui glissent lentement. Le temps n'est plus une succession de jours, mais une accumulation de battements de cœur dans un silence épais. L'absence d'horizon devient une torture physique. Ils se déplacent comme des spectres, évitant le contact, craignant que le moindre mot ne brise la fragile paroi de leur raison. Un membre de l'équipage gratte nerveusement la même planche, encore et encore, jusqu'à ce que ses ongles saignent. Un autre reste assis des heures, les yeux grands ouverts, écoutant le craquement de la coque qui semble imiter des voix humaines. L'isolation n'est plus seulement géographique, elle est devenue mentale. Ils sont 8, mais chaque individu est désormais une île. Le silence se fissure. Un cri étouffé monte d'un coin sombre, un homme se balance, les mains sur les oreilles. Noé se lève. Il ne court pas, il marche avec une lenteur calculée. Il saisit une barre de métal et frappe 3 coups secs contre le mât central. Le son métallique déchire l'air vicié, imposant une vibration brutale à l'espace. Les visages se tournent vers lui. Noé pointe du doigt le réservoir d'eau, puis le couloir des bêtes. Il donne des ordres courts, sans appel. Il ne demande pas, il ordonne. Il force chaque membre à se lever, à reprendre sa tâche, à vérifier les cloisons, à nourrir les espèces. Il impose un rythme, une cadence de travail. Si quelqu'un hésite, il s'approche, fixe l'individu jusqu'à ce que celui-ci détourne le regard et se remette à l'ouvrage. La hiérarchie n'est plus une structure sociale, c'est une ligne de défense. Noé devient le métronome de leur survie. Il vérifie chaque verrou, chaque ration, chaque mouvement. Il transforme l'angoisse en geste mécanique. La discipline, froide et implacable, devient le seul rempart contre l'effondrement total. Noé maintient cette pression, un verrou mental. Le métronome de Noé bat encore, mais le temps s'est étiré jusqu'à la rupture. Chaque jour est une réplique exacte du précédent. Il se lève, vérifie les niveaux, nettoie les auges, scrute les parois. Ce n'est plus une vie, c'est une répétition infinie. L'absence de calendrier devient une épreuve physique. Ils ne savent pas si le déluge dure depuis 1 mois ou une éternité. L'esprit cherche un point de repère, un horizon, une fin, mais ne rencontre que l'épaisseur du bois et l'obscurité. Chaque geste est une lutte contre l'envie de tout abandonner. Ils comptent les battements de leur propre pouls pour se prouver qu'ils existent encore. La volonté humaine est ici mise à nu, dépouillée de tout confort, réduite à sa plus simple expression, continuer. Noé ne leur permet aucune pause. Cette arche est devenue un microcosme de la ténacité. Ici, la survie ne dépend pas de la force des matériaux, mais de la capacité de chaque esprit. Ils ne luttent plus contre les flots, ils luttent contre leur propre esprit qui réclame le repos du chaos. Noé pose sa main sur le bois humide de la paroi. Il sent la vibration sourde des flots contre la coque. Chaque décision prise, chaque ration distribuée, chaque cloison renforcée, tout cela forme une chaîne ininterrompue. Si un seul maillon cède, le monde s'efface. Il regarde ses mains, marquées par le travail, et réalise que le destin de toute la création repose sur ces quelques gestes répétés. Ce n'est pas une question de force, mais de précision. Chaque mouvement est une sentence. Chaque silence est une responsabilité. L'arche n'est plus un simple navire, c'est le réceptacle fragile de la vie. Noé verrouille le dernier loquet. Le clic résonne dans le vide. Il sait désormais que la survie est un poids qui ne se dépose jamais. Ce vaisseau demeure le symbole absolu d'une charge que rien ne peut alléger.